Salut tout le monde. Dans cette vidéo, j'ai décidé de mener l'enquête sur l'antique cité du Soleil, que l'on connaît sous le nom d'Héliopolis. Pour ce faire, j'ai repris plusieurs études, comme par exemple celle de Dietrich Rahe et celle de Luc Gabold et Damien Lesné, sur l'orientation du temple d'Héliopolis avec des données géophysiques et des implications historiques. Nous allons aussi parler des obélisques de Sésostris Ier, de leur signification et implantation, ainsi que des supposées corrélations géographiques que certains trouvent en utilisant Google Earth. Il y aura aussi la participation d'un nouvel intervenant, et comme d'habitude, la plupart des sources dont j'ai eu besoin seront en description. Bon allez, on perd pas de temps, c'est parti. Héliopolis, antique cité du Soleil, fut une ville de Basse-Égypte. Son nom hellénisé fait référence au processus d'adoption de la culture grecque et correspond pour Hélio à Soleil et pour Polis à cité. Elle était jadis la 13e nome d'Égypte et portait le nom de Ounou ou Younou, qui signifie ville du pilier. Selon certaines croyances égyptiennes, la création du monde aurait eu lieu dans le Téménos, l'enceinte sacrée du temple d'Héliopolis. Des récits mythologiques font de cette cité le lieu de naissance des dieux, le monde apparaissant initialement sous la forme d'un tertre, le Benben, qui aurait émergé de l'océan primordial appelé le Noun, et soudainement, Atum apparaît. C'est le premier dieu qui représente le soleil. Il donne naissance à Chou et Tefnut, qui à leur tour vont avoir deux enfants, Djeb et Nut, qui concevront Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Tous ces dieux forment l'Énéade héliopolitaine. Par ailleurs, les textes des pyramides parlent d'un tribunal tenu par les dieux locaux aux portes du Téménos d'Héliopolis, pour trancher les conflits s'élevant entre divinités, comme par exemple entre Horus et Seth. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien de ce qui était autrefois l'une des villes les plus importantes de l'Antiquité, lieu de culte du soleil pendant plus de 2500 ans. Elle fut à l'origine consacrée au dieu Atum, dieu qui dans la genèse des divinités égyptiennes occupe la place du créateur, et qui deviendra plus tard le dieu Ré. Héliopolis était située à la périphérie nord-ouest de l'actuelle ville moderne du Caire, dans la région de Tel Izn, qui était destinée à devenir le temple principal. Mais elle était aussi une capitale commerciale de la région du Delta, qui avait d'ailleurs un tout autre visage, c'était très marécageux. Héliopolis était à l'époque pharaonique reliée au Nil par un canal. Un petit nombre de textes du 2e et du 1er millénaire avant Jésus ont préservé le nom de ce canal, le canal du souverain. Il s'agit là d'une dérivation de la branche pélusiaque du Nil. En effet, au nord du Caire, le fleuve se divise en plusieurs branches, pour se jeter dans la mer Méditerranée. Elles sont aujourd'hui au nombre de deux. On a le bras Damiette qui se trouve à l'est du delta et le bras Rosette qui est à l'ouest. Mais on sait maintenant que le Nil a énormément évolué. Et à l'époque des premières dynasties, on pouvait compter jusqu'à 7 branches, puis 5 par la suite. D'après les renseignements que nous livre le papyrus Harris, le port d'Héliopolis devait se situer au sud du Vieux-Caire. La ville était un emplacement stratégique pour le commerce, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par Naucratis, puis éventuellement par Alexandria. Bien que les textes nous indiquent qu'Héliopolis fut un centre important pour la religion, la théologie, les sciences et la littérature, on ne sait que relativement peu de choses de la cité antique. La zone qui est située au nord, dans le delta oriental, a été fouillée par Mariette, Pétry, Montet et plus récemment par des archéologues français. Mais c'est grâce aux efforts de De Dapper et Herbich que nous pouvons obtenir un aperçu des caractéristiques essentielles de la géographie d'Héliopolis. L'existence de marécages a été confirmée par des forages. La partie orientale du Téménos principal comporte une butte de sable du Pléistocène tardif en amont d'environ 4 mètres. Le désert oriental avoisinant monte d'environ 2,5% vers l'est et a été utilisé comme nécropole. Le domaine sacré du temple d'Héliopolis s'étendait jusqu'à la limite de la terre fertile et s'arrêtait là où la nécropole commençait. Pour Dietrich Rahe, ce n'est que pendant une très courte période de temps, à la fin du 3e millénaire, que les grands prêtres se firent enterrer à Héliopolis. L'office de grand prêtre semble avoir été importante en raison du fait que le roi recrutait ce prêtre dans son proche entourage. Une pratique qui ne mena pourtant pas à la création d'une nécropole pour ces derniers avant l'époque tardive. On a par exemple, à l'époque ramesside, ou peut-être plus tard à la 26e ou 30e dynastie, un prêtre nommé Tchanéfer, qui déposa un oursin fossile dans le temple d'Héliopolis.
La forme de l'objet et sa bonne conservation en faisaient une offrande de choix pour le dieu solaire. L'originalité de la démarche de Tchanefer est d'avoir gravé sur l'objet votif son nom et sa provenance. Il a donc pris la peine d'indiquer qu'il a trouvé l'oursin au sud de Hik, qui devait être situé au sud d'Héliopolis, dans une zone plus ou moins proche du Djebel Ammar, à proximité des carrières du Mokattam. L'abondance d'oursins fossiles du même genre et de la même espèce vient à l'appui de cette localisation. Le toponyme Hik devait donc évoquer soit un village de carriers de la région héliopolitaine, soit une éminence, si l'on se réfère à la butte de Hik citée dans les textes tardifs. Bref, la ville fut occupée dès la période prédynastique, vers moins 3500 à moins 3150. L'œuvre monumentale des souverains y fut considérable. La cité connut notamment des campagnes de construction intensives au cours de l'Ancien et du Moyen Empire. Des sondages en profondeur à plusieurs endroits, effectués par une équipe de Turin entre 1903 et 1906, révèlent du matériel de la période du Nagada III. Au-dessus de ce premier niveau de strate, une série de récipients en albâtre et des cruches de vin datant de la deuxième dynastie ont été mises au jour. Les premières inscriptions royales connues, provenant d'Héliopolis, datent de la troisième dynastie au nom du roi Djoser. Sur un de ces fragments, 2 dieux seulement sont nommés dans les inscriptions, Seth et très probablement Djeb. Ces fragments proviendraient d'un monument de petit format, découvert par Ernesto Schiaparelli lors de ses fouilles à proximité de l'obélisque au début du XXe siècle. Mais on doit désormais plutôt les dater du tout début du Nouvel Empire. C'est notamment ce qui ressort clairement du rapport de Raymond Weil publié en 1911. Néanmoins, on dénombre jusqu'à 211 attestations de règne, comptant également certains objets au nom de princes ou reines célèbres qui, par leur présence, attestent l'importance du site pour le ou les règnes concernés. Cela fournit la preuve d'une relation étroite entre la famille royale et ce site, relation qui se poursuivra jusqu'au pharaon Ptolémée II, vers moins de 150 environ. Parlons maintenant des infrastructures d'Héliopolis. Avant d'être complètement dévastée, la cité et les temples devaient être comparables à Karnak ou à Luxor, avec des rangées de sphinx et des statues à l'effigie de pharaons. Elle comptait aussi près d'une trentaine d'obélisques, mais avec le temps, l'objet religieux fut ou détruit ou emporté loin de l'Égypte. Obélisque ou terrenu, en ancien égyptien, signifie percer, comme dans percer le ciel. Ces piliers rectangulaires en pierre polie et gravée étaient posés sur une base ou fût, avec un sommet formant un pyramidion qui était probablement recouvert d'or ou d'argent. L'obélisque est érigé pour commémorer un individu ou un événement, mais aussi honorer les dieux. Certains chercheurs pensent que les anciens Égyptiens commencèrent à créer cette forme vers moins de 1700, mais ils étaient relativement modestes par rapport à ceux qui ont été érigés par la suite. Aujourd'hui, le seul vestige en place sur le site d'Héliopolis est l'obélisque de Sésostris Ier. Ce dernier est le plus ancien parmi tous les obélisques de boue au monde. Il est réalisé d'une seule pièce en granit rouge d'Assouan et mesure 20,27 mètres de haut pour un poids estimé à 120 tonnes. Concernant les inscriptions hiéroglyphiques gravées sur cet obélisque, elles sont identiques sur les 4 côtés. On a donc de haut en bas le nom d'Horus, Ankh-Messout, qui est dans un sérère. En dessous, on a le nom du roi, qui est Père Carré. Ensuite, le nom de Nepti, puis son nom de naissance dans un cartouche, Sénousser. Et enfin, le nom d'Horus d'or, avec des louanges audurées. Mais c'est tout spécialement sa situation par rapport au temple disparu d'Atoum et des Baous d'Héliopolis qui fait encore l'objet de débats. On a longtemps considéré, mais sans certitude définitive, que le monument de Sésostris Ier n'était pas un obélisque unique, mais le reste d'une paire. Ce qui a fait avancer les choses, ce sont les résultats de fouilles dirigées par Stéphane Pradine en 2004 et 2005. Car 12 blocs pharaoniques, inscrits ou décorés, dont 3 datant de l'époque de Sésostris Ier, ont été découverts en réemploi dans le dallage de la porte fatimide dans la grande muraille du Caire. Il y avait aussi un document exceptionnel, un fragment des annales héliopolitaines de Sésostris, conservé sur 23 colonnes. Le texte préservé consigne 5 années de règne du roi, où sont recensées donations et constructions, mais surtout qui mentionne précisément l'érection d'une paire d'obélisques à Héliopolis. Cela permet d'être désormais assuré que ce sont bien 2 monolithes de Sésostris Ier qui avaient été dressés là.
Les témoignages du Moyen-Âge semblent du reste corroborer cette assertion, puisqu'ils évoquent la présence d'un autre obélisque encore debout, puis abattu. L'obélisque de Sésostris Ier à Héliopolis se dressait bien là où ce roi bâtisseur l'avait fait ériger, et cette donnée doit être considérée aujourd'hui comme bien assurée. Notons enfin que le plan de Richard Pocock de 1743 montre bien au nord et non au sud de l'obélisque actuel l'emplacement du second monolithe, sans doute alors repérable grâce à l'affleurement de sa base ou soupçonnable par des fragments éparses du fût brisé. En 1957, à la demande du service des Antiquités, inquiet des dégradations engendrées par le sol humide en contact avec la base et la partie inférieure du fût du monolithe enterré, la firme Krupp procéda au déplacement, ou plus exactement à la surélévation de l'obélisque de Sésostris Ier. L'opération fut exécutée à l'aide de vérins hydrauliques et par conséquent, elle n'affecta pas, ou sinon très marginalement, l'orientation des faces de l'obélisque ainsi que son implantation topographique. Seules ses coordonnées d'altitude changèrent réellement à la suite de cette translation verticale. Par ailleurs, un autre obélisque de Sésostris Ier se trouve actuellement dans la région du Fayoum, situé à environ 100 km au sud-ouest du Caire. Il mesure environ 13 mètres de haut, et on a très peu d'informations sur ce dernier, car il est parfois reconnu comme une stèle plutôt qu'un obélisque. Selon les sources disponibles, cet obélisque se trouvait à l'origine sur le site appelé Béjig, à environ 3 km au sud-ouest de Fayoum. Cela a été enregistré par l'expédition égyptienne de Napoléon à la fin du XVIIIe siècle. Celui-ci a été fragmenté, puis en grande partie restauré et réérigé sur le site actuel vers 1971. Quant aux obélisques de Sésostris Ier à Héliopolis, ils étaient initialement associés au temple du dieu solaire Ré et ont été érigés pour symboliser la puissance et l'autorité du pharaon. Pour Dietrich Rahe, l'emplacement de l'obélisque n'a pas changé. Or, le dromos, qui est la grande voie processionnaire d'Héliopolis, ne suit pas un tracé est-ouest normal et part légèrement en oblique. La refondation du temple d'Atum-Ré par Sésostris Ier est supposée s'être déroulée au cours de l'an 3 de son règne, conformément au récit de l'événement que nous fournit le rouleau de cuir de Berlin. Ce dernier, inscrit sous le numéro 3029, est un petit palimpseste hiératique de 2 colonnes datant de la XVIIIe dynastie sous Aménophis II. Malgré sa taille relativement réduite, il a néanmoins suscité un intérêt considérable par les égyptologues. Il s'agit d'une copie datant du Nouvel Empire, d'un original du Moyen Empire, mentionnant la construction du temple d'Atum à Héliopolis au cours du règne du roi Sésostris Ier. Sésostris, ou Sénousser, était le fils aîné d'Aménémat Ier, fondateur de la XIIe dynastie. Très tôt, le jeune Sésostris gouverne le pays avec son père. Mais en l'an 30 du règne, Aménémat se fait assassiner. Sésostris succède alors à son père. Son règne se situe pendant la période d'apogée du Moyen Empire, vers moins 1950. On sait tout cela grâce à une stèle funéraire en calcaire découverte à Abydos, datant à la fois de l'an 30 du roi Aménémat Ier et de l'an 10 du roi Sésostris Ier. Bien que la mise en place des obélisques puisse avoir été postérieure et proche du jubilé, la fête Sed étant notamment mentionnée sur les fûts des monolithes apparemment intervenus en l'an 30 du règne de Sésostris Ier. Dans l'Égypte antique, la fête Sed était la fête du jubilé de Pharaon, célébrée traditionnellement à partir de la 30e année du règne. Elle fait partie de la tradition pharaonique qui débute avec les premières dynasties et perdure au moins jusqu'à la 22e dynastie. Le temple principal de Ré-Atoum est estimé à 1400 m², et dans la partie sud, les chercheurs ont trouvé 2 temples de Ramsès. Ces constructions étaient situées à l'intérieur d'un mur d'enceinte massif, en briques de boue, d'environ 5 mètres de haut, et mesurant près de 430 mètres sur 370. Cette grande muraille englobe un certain nombre de structures indépendantes, ainsi que les restes d'une enceinte intérieure séparée de forme irrégulière. Au musée égyptien de Turin se trouve une pièce remarquable découverte à Héliopolis. Pour les égyptologues, cette dalle en pierre a une valeur exceptionnelle, car le plan d'un temple situé à l'intérieur du mur d'enceinte qui entourait Héliopolis a été gravé dessus. De plus, la tablette contient bien une mention de Sésostris Ier. Lors de la campagne de mesures topographiques de mars 2014, qui a été menée en plusieurs endroits du site d'Héliopolis, avec l'objectif de déterminer, si possible, l'orientation du temple de Ré-Atoum. Pour calculer cet azimut, Luc Gabold et Damien Lesné ont dû prendre en compte plusieurs contraintes de terrain. En effet, il faut savoir que la ville moderne grandissante du Caire
n'hésite pas à construire des immeubles sur les sites archéologiques, comme on peut le constater sur ces deux clichés. Le premier pris en 2017 et le deuxième en 2023. Dans ce contexte, les relevés se sont attachés à collecter d'une part les rares structures archéologiques encore visibles sur le terrain, obélisques et fouilles actuelles, et d'autre part des éléments déterminants qui sont susceptibles de permettre le recalage des sources documentaires existantes. Avec les éléments que nous venons d'énumérer, voici donc une synthèse des recherches menées sur le site d'Héliopolis pour déterminer l'azimut du temple. Malgré les ruines, les données topographiques recueillies sont suffisamment nombreuses, cohérentes et précises pour estimer approximativement l'azimut à environ 107 degrés. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que cet azimut correspondrait au point où le soleil se levait au lendemain d'une réunion entre Sésostris Ier et ses courtisans, qui avait pour but de décider de la reconstruction du temple d'Héliopolis. Des simulations numériques astronomiques ont permis d'identifier l'année 1936 avant Jésus comme étant celle où le soleil se levait à cet azimut précis à Héliopolis. Cette date correspondrait également à l'an 3 du règne de Sésostris Ier et au 9e jour du 3e mois de la saison Akhet, qui veut dire inondation et dure 4 mois, de juillet à novembre. Donc, en gros, cette date serait favorable pour la cérémonie de tendre le cordon. L'ensemble de ce rituel est motivé par des considérations purement techniques, telles que la construction des fondations. Cela comprend l'implantation du temple sur le terrain, le rite de viser les étoiles, planter les piquets et tendre le cordon. Deux prêtres se faisaient sans doute face, et le premier aurait tracé sur le sol, au fur et à mesure, le déplacement de l'étoile choisie. L'opération de visée n'est jamais représentée sur les parois des temples, mais plutôt le roi et la déesse s'échattent, enfonçant chacun un piquet à l'aide d'une massue, et un cordeau en forme de boucle enlace les deux piquets. L'instrument de visée utilisé est parfois cité par les textes, sous le nom de merket. Celui-là est réalisé en ivoire de dents d'hippopotame. Un autre objet, dont seul un exemplaire est conservé au musée de Berlin, est également associé à la merket. Il est appelé le bey, qui est quant à lui réalisé avec une nervure de palme fendue. Cependant, en raison de l'incertitude quant à la durée séparant la réunion de Sésostris Ier de la cérémonie de fondation, une autre hypothèse suggère que la cérémonie a pu avoir lieu 5 jours plus tard, ce qui donnerait l'année 1919 avant Jésus comme alternative. Les chercheurs proposent ces systèmes cohérents comme des repères solides pour la chronologie absolue du Moyen Empire. Mais ils reconnaissent également les limites de ces données, notamment en ce qui concerne l'orientation exacte des vestiges et la durée des règnes intermédiaires. Il faut néanmoins souligner que de nouvelles découvertes archéologiques ou astronomiques pourraient confirmer ou préciser ces hypothèses, et contribuer ainsi à une meilleure compréhension de la chronologie de l'Égypte antique. De plus, on a aussi la découverte d'un mur en calcaire, dont l'orientation confirme la validité de l'hypothèse proposée. Et au-delà de la détermination même de l'orientation de temple, il s'agit aussi de pouvoir proposer à terme une carte archéologique synthétique du site d'Héliopolis. Depuis des décennies, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que toutes les pyramides de l'Ancien Empire pourraient avoir été orientées en direction de la cité religieuse du Soleil. Quant aux 2 voire 3 grandes pyramides du plateau de Gizeh, selon par exemple Magli, Dash ou bien encore Lenner, ce serait leur coin sud-est qui s'alignerait parfaitement pour rejoindre Héliopolis, sur une diagonale dont l'angle avec les faces sud des structures mesurerait exactement 45 degrés. Je vous rappelle au passage que les degrés, ou la virgule flottante, ne sont pas connus des anciens Égyptiens. Je ne vois donc pas vraiment de rapport avec cette mesure, car il faut aussi bien être conscient que jamais les Égyptiens n'auraient raisonné comme ça. Bref, dans l'un de ses articles, Glenn Dash a publié de nouvelles coordonnées pour les coins des 2 plus grandes pyramides du plateau de Gizeh, et nous pouvons maintenant utiliser ces données pour tester cette hypothèse. Notons au passage que pour Dash, la 3e pyramide, celle de Mykérinos, ne partagerait pas le même alignement, et nous verrons pourquoi en fin de vidéo. On va donc vérifier tout ça sur Google Earth, en traçant une ligne avec l'outil, en partant du coin sud-est de la 2e pyramide, celle de Képhren, pour rejoindre le coin sud-est de la grande pyramide de Khéops. Le menu nous donne l'angle et la distance. Il me reste donc à prolonger la ligne jusqu'à l'obélisque d'Héliopolis.
La longueur donnée par Dash est de 24,1 km, pour un angle de 44,55 degrés. Résultat, la ligne passe à quelques mètres au sud-est de l'obélisque de Sésostris Ier. On ne peut donc pas parler ici d'un alignement parfait. De plus, cette mesure est illusoire, car l'obélisque de Sésostris Ier a été érigé 550 ans après les pyramides du plateau de Gizeh. Pour finir, dans le but de vérifier certaines idées et de comprendre les écarts dans les mesures que l'on peut trouver en utilisant comme outil Google Earth, David se propose de nous en dire un peu plus. Alors, une petite parenthèse, l'angle qui nous est indiqué ici, c'est l'angle au départ, hein, c'est pas l'angle à l'arrivée. On va considérer à un moment donné que là, on est sur une surface relativement plane, hein, puisque Google Earth repasse en vue plane à certaines altitudes. Là, la distance, elle est courte, donc on va considérer qu'on devrait théoriquement avoir 45 degrés. Bon, on les a pas. Si on veut les avoir, les 45 degrés, voilà, il faut aller beaucoup plus loin. D'accord ? Donc, on va dire dans un premier temps que ce raisonnement ne tient pas. Il tient d'autant pas que s'il y avait eu volonté d'alignement, ce serait un alignement de l'obélisque sur les pyramides, puisque l'alignement inverse aurait été impossible, puisque l'obélisque a été érigé 550 ans environ après que les pyramides du plateau de Gizeh aient été construites. Donc voilà, déjà pour cette première constatation, ça tient pas vraiment. Alors concernant le positionnement de l'obélisque d'Héliopolis, il y a une nouvelle théorie qui est apparue tout à fait récemment, qui consisterait à dire que l'obélisque se trouverait exactement au 6e de la circonférence polaire de la Terre par rapport au pôle Nord. Alors, on va déjà faire quelques petites vérifications pour voir à un moment donné de combien devrait être cette circonférence. Sur le WGS 84, qui est le référentiel utilisé par Google Earth, la circonférence au pôle, c'est 4 fois la distance entre le pôle et l'équateur. Donc ça nous donne une distance de 40 007 km 863 mètres. Si on prend cette valeur et qu'on la reporte sur une calculatrice, donc nous avons dit 40,077,863, que nous divisons cette valeur par 6, nous obtenons 6667 km 977. C'est pas mal. Allez, ça, on se le met de côté. Et écoutez, on va faire un petit tour directement au pôle Nord. Et puis on va aller reporter cette distance de 6667,977 mètres. Voilà. Donc moi, le pôle Nord, j'ai une petite astuce. Après qu'il ait été pointé manuellement, j'ai mis un petit cercle autour qui fait 1 mètre de rayon, qui me permet en fait d'avoir une précision un peu plus importante. Au pire, ici, j'ai 1 mètre de décalage. Donc, je pointe mon pôle Nord, je retourne sur l'obélisque d'Héliopolis. Alors, vous noterez que pas mal cette théorie. Pas mal. Le seul problème, c'est que faudra quand même être capable d'indiquer une direction pour pouvoir s'y rendre. Ouais, tu parcours 6167 km, mais je te donne pas la direction, tu te dérouilles. Sachant que toutes les directions sont 180 degrés, ça va être un petit peu compliqué. Bref. Donc nous avons dit 6667,977. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Puisque pour obtenir cette distance, on va essayer de s'aligner au mieux. Voilà, on devrait être à peu près par ici. Voilà. Donc notre obélisque est censé se trouver là. Avec ce calcul, moi je dis que
c'est raté. L'écart entre les deux. Voilà. 450 mètres d'écart. Voilà. Maintenant, essayons d'imaginer comment les anciens Égyptiens auraient pu faire pour aligner et positionner leurs monuments, sans savoir que la Terre est ronde, sans connaître sa circonférence, et surtout, sans Google Earth. Les méthodes et outils que nous utilisons pour mesurer ou calculer des distances nous donnent des résultats en mètres ou kilomètres. Et pour positionner un point sur la carte, on se sert de la longitude et de la latitude exprimées en degrés, minutes et secondes. Tous ces concepts sont inconnus à l'époque pharaonique, et je ne pense pas qu'ils avaient besoin de connaître ces paramètres pour positionner et orienter leurs bâtiments. En gros, pour calculer la longitude d'un lieu, c'est assez compliqué. Et pour la latitude, c'est faisable avec des moyens rudimentaires, comme avec un gnomon. Mais il faut tout de même avoir connaissance de la trigonométrie. Je vous passe les détails, mais il est important de noter que cette méthode et ses résultats sont basés sur une approximation. Ils peuvent varier légèrement en fonction de la trajectoire du Soleil, qui peut être affectée par divers facteurs. Et il faut aussi prendre en compte la précision de la mesure de l'ombre, les variations saisonnières, ainsi que les conditions météorologiques. Les prêtres architectes, qui étaient très observateurs, avaient déjà conscience des points cardinaux, car ils avaient le Nil qui coule du sud vers le nord, et le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Toute leur existence était régie par ces éléments pour construire les pyramides et autres temples. Pour orienter leurs bâtiments avec une certaine précision, ils pouvaient utiliser deux techniques, comme la méthode dite du cercle indien, avec la course du soleil, et aussi peut-être avec la visée d'une ou plusieurs étoiles, comme vu juste avant avec la cérémonie de tendre le cordeau. Pour comprendre cela, on a l'archéoastronomie égyptienne, qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. C'est une discipline qui consiste en l'étude de l'orientation ou du contenu astronomique de vestiges archéologiques, architectural, textuel ou pariétal. Cela permet de mieux connaître les constructions des anciens Égyptiens, de dresser des cartes des constellations du ciel de l'époque, mais aussi parfois d'affiner la chronologie historique de certains pharaons. Par exemple, on a cette étude du couvercle du sarcophage de Néchet, un haut dignitaire de la ville d'Assiout au centre de l'Égypte, datant de plus de 2000 ans avant notre ère. À l'intérieur du couvercle est représenté un calendrier et une horloge stellaire diagonale, ainsi que les noms des 36 décans. Les anciens Égyptiens ont tenté de dessiner les constellations les plus importantes pour eux. Au centre, on a la déesse Nout, qui représente la voûte céleste, et en dessous la patte avant d'un taureau, qui symbolise la constellation du Nord. Ensuite, Orion est associé à Osiris, et enfin l'étoile Sirius, qui est quant à elle associée à la déesse Isis. Les chercheurs ont réussi à extraire 20 listes d'étoiles peintes sur l'intérieur d'une vingtaine de couvercles de sarcophages en bois, constituant la base de données archéologique. Ils ont ainsi détaillé le principe de fonctionnement des horloges stellaires. L'application de divers critères de nature archéologique, égyptologique et astronomique permet donc d'estimer l'époque de leur conception. L'archéoastronomie se concentre aussi sur l'orientation des monuments égyptiens par rapport aux étoiles. On a d'ailleurs une spécialiste française, la docteure en astronomie Karine Gadré, qui a notamment reconstitué le ciel étoilé du plateau de Gizeh d'il y a 4500 ans. En faisant tourner son modèle numérique en avance rapide, on s'aperçoit que les étoiles tournent autour d'un point fixe dans le ciel, formant ainsi des cercles plus ou moins grands. On constate que les grands cercles disparaissent sous l'horizon, c'est le ciel du sud, et les plus petits ne vont jamais disparaître, c'est le ciel du nord. Ces étoiles circumpolaires ne vont donc pas effectuer de lever et de coucher, et ce sont ces dernières que les anciens Égyptiens nomment impérissables, car pour eux, elles ne meurent pas. Mais n'oubliez pas que pour l'observateur, c'est le ciel qui bouge et pas la Terre. Karine Gadré cherche à savoir vers quelle étoile ou groupe d'étoiles les anciens Égyptiens ont pointé pour orienter les pyramides du plateau de Gizeh. Elle a émis l'hypothèse qu'une étoile du ciel du sud a pu être choisie comme point de repère. Elle porte le nom de Procyon. Elle était très brillante et facilement observable à l'œil nu. Sa particularité est qu'elle se lève plein est et disparaît sous l'horizon occidental plein ouest tout au long de l'année. Elle a par conséquent la même trajectoire que le Soleil aux équinoxes de printemps et d'automne. Concernant les pyramides, Karine Gadré a déterminé l'écart à l'orientation est-ouest
de 11 pyramides de l'Ancien Empire par rapport à cette étoile, comme on peut le voir sur ce schéma. L'écart à l'alignement cardinal entre les pyramides de l'Ancien Empire est compris entre moins 2 degrés pour Saouré et de plus 3 degrés pour Djoser. Sur ces 11 pyramides, 8 d'entre elles possèdent un écart à l'alignement est-ouest inférieur à la 15e de minute d'arc. Résultat, si on retrace les variations d'azimut de coucher et coucher héliaque d'Alpha Canis Minoris, alias Procyon, au fil du temps et des constructions, cela nous donne des corrélations entre les écarts à l'alignement est-ouest de presque 11 pyramides. Pour celles de Djoser et Saouré, il semble que ce soit les variations de coucher héliaque de Beta Canis Minoris, car Alpha et Beta Canis Minoris sont un couple d'étoiles. Cette hypothèse proposée par Karim Gadré n'est pas la seule. En effet, d'autres chercheurs comme Nell et Ruggles penchent plutôt pour une observation d'étoiles circumpolaires du ciel du Nord, ce qui serait aussi un moyen viable pour expliquer la précision d'orientation cardinale obtenue pour les pyramides de Khéops et de Képhren, ainsi que la proximité de leurs deux orientations. On s'aperçoit d'ailleurs avec cette méthode que Mykérinos a un écart positif par rapport à la cardinalité dans le sens normal des aiguilles d'une montre, et n'est pas orienté comme Képhren et Khéops, qui ont quant à elles un DFC négatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela confirme donc bien ce que nous disait Glendash. Conclusion, avec la course du Soleil et la visée d'une ou plusieurs étoiles, les prêtres architectes astronomes pouvaient positionner, aligner et orienter leurs monuments. Il n'y a donc pas spécifiquement de lien direct avec une orientation des monuments égyptiens en direction d'Héliopolis, mais plutôt avec les astres dans le ciel. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser votre meilleur commentaire. Merci à tous pour votre soutien et plus particulièrement à Maël, David et Alexis pour leur aide et la relecture du script, ainsi que 2 sites internet, Dédé Champeau et Antique Forever. Je vous dis à bientôt pour le 6e épisode de la série sur la 4e dynastie, qui sera consacré à Djedefre et sa pyramide.